Il existe une nouvelle secte silencieuse qui opère derrière le monde du divertissement. Une fraternité sans nom, sans visage, et plus dangereuse que toutes celles que tu connais. Elle n'utilise pas de symboles classiques. Elle n'apparaît pas dans les gros titres. Elle s'infiltre, lentement, sans faire de bruit, dans chaque épisode, chaque film, chaque campagne que tu consommes. Il ne censure pas. Il reprogramme. Et le plus effrayant, tu vois déjà les signes. Tu ne t'en es juste pas encore rendu compte. Des lignes géométriques troublantes. Des sons discrets. Des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes. Des professionnels qui disparaissent sans laisser de traces. Des récits qui se ressemblent, même quand ils viennent de studios rivaux. Ce nouvel ordre ne contrôle pas seulement ce que tu regardes, mais aussi la manière dont tu perçois le monde. Et si tu penses que c'est exagéré, attends d'entendre ce qui vient ensuite. Parce que ce qui a été découvert va bien au-delà de ce que quelqu'un est prêt à accepter. Ce n'est pas juste une autre vidéo. C'est un témoignage sur une force que personne n'ose mentionner, mais qui façonne la pensée collective en silence. Si tu pars maintenant, tu ne sauras peut-être jamais ce qui se passe vraiment derrière les écrans. Reste jusqu'à la fin. Ou prends le risque de continuer à regarder, sans vraiment voir. Mais avant que nous explorions ensemble cette histoire intrigante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes récits sur les mystères qui nous entourent. Embarquez avec moi dès maintenant dans ce voyage plein d'énigmes. À la prochaine station. Je m'appelle Cassian Rowe, j'ai 42 ans et j'ai déjà été l'un des scénaristes les plus prometteurs Hollywood. Peut-être que tu n'as jamais entendu mon nom, mais il y a de fortes chances que tu aies déjà vu quelque chose que j'ai écrit. Et si ce n'est pas le cas, tu as sûrement vu le nom de la plateforme où ça a été diffusé. Je ne peux en citer aucune pour des raisons légales. Des questions de contrat. Et aussi, pour des raisons de sécurité. Oui, de sécurité. Avant que tu ne penses que j'exagère, laisse-moi te dire une chose. J'ai déjà été nommé aux Emmy Awards. J'ai écrit des séries saluées par la critique, avec des intrigues profondes, pleines d'ambiguïté morale. On me connaissait pour créer des personnages qui te hantaient longtemps après la fin de l'épisode. Mais un seul scénario, un seul, a détruit ma carrière. Un scénario intitulé The Hollow Frame. Ce projet a été validé, applaudi, le casting choisi. Puis soudainement, il a disparu, classé sans aucune explication. À partir de là, tout s'est effondré. Mes contrats ont été annulés. Mes collègues, certains que je connais depuis plus de 20 ans, ont cessé de répondre aux appels. Mon nom a été effacé d'un projet déjà terminé. Et pour couronner le tout, des versions modifiées de mes scénarios ont commencé à circuler, avec des symboles que je n'avais jamais mis. C'est là que j'ai compris. Il se passait quelque chose en coulisses, quelque chose de gros, quelque chose que personne n'osait nommer à voix haute. C'était pas juste de la censure, c'était de la reprogrammation. Et plus j'enquêtais, plus je trouvais des indices, des images qui revenaient sans cesse, des réunions secrètes, des gens qui montaient trop vite, des récits étranges, répétitifs, comme si quelqu'un préparait le public à quelque chose de plus grand. C'est pour ça que je suis ici. Pour te raconter ça. Parce que cette histoire n'est pas seulement la mienne. Et si ce que j'ai découvert est vrai, et je crois que ça l'est, alors tu es concerné aussi. Tu ne t'en rends juste pas compte encore. Mais tu vas t'en rendre compte. Je me souviens exactement du moment où tout a commencé à s'effondrer. Ce n'était pas une scène dramatique, il n'y a pas eu de cris, ni de menaces, ni de portes qui claquent. C'était bien plus subtil que ça, presque invisible. Comme si quelqu'un effaçait peu à peu ma présence dans le monde, couche après couche. D'abord, le son autour de moi est devenu plus faible. Ensuite, les visages sont devenus plus lointains. Et enfin, j'ai commencé à me sentir flou moi-même, comme si je sortais de scène dans une histoire que j'avais moi-même écrite. Mais même si tout cela est arrivé progressivement, il y a bien eu un point de rupture. Un moment précis où tout a changé. Et ce moment, c'est le jour où j'ai terminé le scénario de The Hollow Frame. L'idée de ce projet est née au cours d'une nuit d'insomnie. Tu sais, quand ton corps est épuisé, mais que ton esprit refuse de s'arrêter. J'étais allongé, les yeux fixés au plafond, quand une image m'est apparue avec une telle clarté que je me suis levé d'un bond pour la noter.
Une séquence sur l'identité, des réalités fragmentées et une silhouette face à son propre reflet. Sauf que le reflet lui tournait le dos. Ça m'a troublé. J'ai commencé à écrire sans m'arrêter, comme si le scénario était déjà prêt quelque part et que je devais juste le transcrire. En moins d'une semaine, le premier brouillon était terminé. The Holoframe parlait de tout ce qui me fascinait, mais que je n'avais jamais réussi à aborder avec autant de profondeur. Le symbolisme caché, les couches de perception, la fragilité de la mémoire, et cette impression de vivre dans une histoire écrite par quelqu'un que tu ne connais pas. J'ai montré le scénario à mon agent. Il m'a appelé dans la même nuit et a dit une seule phrase, « Ce n'est pas juste différent, c'est dangereux ». À l'époque, j'ai cru que c'était une façon de faire un compliment. En moins d'une semaine, mon scénario circulait entre les mains de gens importants. Des cadres de haut niveau le lisaient. Des personnes qui d'habitude ne me regardaient même pas, me demandaient maintenant quand on pouvait faire une première lecture à table. J'avais l'impression d'être sur le point de franchir un nouveau cap dans ma carrière. C'était pas juste un projet de plus. C'était le projet. Et puis, sans raison, tout s'est arrêté. Les emails ont disparu, les appels ont cessé. Même les invitations automatiques aux réunions internes ne venaient plus. J'ai essayé de contacter mon agent. Rien. Quelques jours plus tard, j'ai réussi à parler à une productrice associée impliquée dans la pré-production. Elle a répondu d'une voix tremblante et a simplement dit « Cassian, oublie ce scénario. S'il te plaît, passe à autre chose. » Cette phrase n'a cessé de résonner dans ma tête. Comment ça, oublier? Pourquoi? Le scénario avait été encensé par tout le monde. C'était sans aucun doute mon travail le plus abouti, le plus personnel. Quelque chose clochait. Je suis allé au bâtiment de la production sans prévenir. Quand j'ai essayé d'entrer, le vigile m'a bloqué. Il m'a dit que mon accès était suspendu. Il m'a informé, avec un naturel déconcertant, que mon contrat était en cours de révision. J'ai demandé qui avait autorisé cela, et il a juste regardé la radio accrochée à son épaule, et a dit « Ordre d'en haut ». Je suis rentré chez moi complètement perdu. J'ai encore essayé de penser de manière logique. Peut-être une restructuration, peut-être qu'un nouveau responsable n'avait pas aimé le projet. Mais au fond, je savais déjà. Ce silence n'était pas une coïncidence. Cette barrière n'était pas administrative, elle était intentionnelle. Le même jour, j'ai remarqué que mes mots de passe d'accès au serveur interne avaient été désactivés. Je ne pouvais même plus consulter mes anciens fichiers. Mon nom a commencé à disparaître des réunions, des plannings, et peu de temps après, même des documents qui portaient autrefois ma signature. C'était comme si on m'effaçait de ma propre histoire. J'ai passé des jours enfermé chez moi à relire ce scénario, à chercher une raison, une explication. Il y avait quelque chose dedans qui avait déclenché cette réaction. Mais quoi? Je ne savais pas. Je sentais juste qu'inconsciemment, j'avais franchi une ligne, touché quelque chose qu'il ne fallait pas. C'était comme si, derrière les compliments, ils avaient ressenti de la peur. La peur de ce que cette histoire pouvait révéler. The Holoframe n'a jamais été produit, il n'est jamais arrivé jusqu'au public. Mais il a marqué le début de la fin de ma carrière. Ou plutôt, il a marqué le moment où on m'a arraché à ce que j'étais. Cette histoire m'a montré qu'il existe une couche cachée sous tout ça, et qu'une fois que tu la touches, tu ne redeviens plus jamais le même. Après la disparition de Holoframe, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Je me suis forcé à garder une routine. J'ai commencé à développer de nouvelles idées, j'ai accepté des invitations à des réunions créatives, je me suis inscrit à des ateliers de scénaristes comme si ça pouvait me redonner un peu de stabilité. Mais j'ai vite compris que quelque chose avait changé de façon irréversible. Et ce changement n'a pas été bruyant. Il a été silencieux. 3. Comme un isolement soigneusement calculé. Avant, mon nom ouvrait des portes. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était le reflet de plusieurs années de travail. Les gens me contactaient souvent, parlaient de moi en coulisses, commentaient spontanément un de mes scénarios. Je recevais des messages à des heures improbables pour me féliciter d'un retournement de situation, d'un dialogue percutant, d'une scène marquante. C'était fréquent, naturel. Mais tout à coup, tout ça s'est évaporé. Comme si j'avais été relégué à une sorte de couche invisible dans l'industrie.
Celle où tu es là, mais plus personne ne te voit. Au début, j'ai cru que c'était juste une impression. Après tout, le marché bouge. Il y a des semaines agitées et d'autres plus calmes. Mais ce qui me dérangeait, c'était la régularité du silence. Les invitations ont disparu. Les emails sont devenus rares. Les réponses ont commencé à tarder. Et quand elles arrivaient, elles étaient courtes, froides, protocolaires. Les regards aussi avaient changé. Dans des endroits où j'étais autrefois accueilli avec enthousiasme, je recevais à peine un signe de tête. Et le plus étrange dans tout ça, mes collègues les plus proches, ceux avec qui j'échangeais presque tous les jours, ont commencé à s'éloigner. Au début, j'ai essayé de ne pas devenir paranoïaque. Je me suis dit que c'était une coïncidence. Mais non. Les messages que j'envoyais étaient lus, mais restaient sans réponse. Les emails avec des propositions de projets ne recevaient même pas d'accusé de réception. Quand j'appelais, on me disait qu'on était occupé. Une ou deux personnes un peu plus proches osaient encore un « tout va bien de ton côté », mais toujours avec un ton figé, presque automatique. Comme s'ils voulaient juste remplir une obligation sociale, sans réel intérêt pour ma réponse. On aurait dit qu'ils avaient peur. La situation a atteint son sommet quand j'ai voulu regarder un épisode d'une série sur laquelle j'avais travaillé quelques mois plus tôt. Je savais exactement quel épisode c'était, je me souvenais des réunions, des brouillons, des reshoots, mais quand le générique final est apparu, mon nom n'y était pas. Ni dans scénario, ni dans création additionnelle. Rien. Comme si j'avais jamais participé à ce projet. J'ai appelé le producteur responsable. Il a répondu d'une voix basse, hésitante, mal à l'aise. Et il a simplement dit « Cassian, ce n'est pas moi qui ai décidé ça ». Cette phrase m'a frappé comme un poison lent. J'avais encore les emails échangés pendant le développement, les justificatifs de paiement, les documents d'approbation. Mais ça ne comptait plus. Si mon nom n'était pas dans le générique, c'est que quelqu'un l'avait effacé. Et le plus effrayant, c'est que personne ne semblait vouloir s'y opposer. Petit à petit, j'ai été poussé vers la sortie. Pas avec des licenciements officiels, pas avec des procès. C'était plus subtil et beaucoup plus cruel. C'était la structure même de l'industrie qui me rejetait, comme si j'étais devenu une menace invisible. Un corps étranger qu'il fallait écarter pour que le système continue de tourner tranquillement. J'ai commencé à refuser des invitations. J'ai arrêté d'aller à des événements, des festivals, des rencontres sociales, pas par fierté ni par colère, par instinct de survie. Il y avait une sensation constante, désagréable, celle d'être observé. Et ce n'était pas qu'une impression. J'ai commencé à remarquer de petits signes. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé ma boîte aux lettres ouverte et complètement vide. Pas de facture, pas de publicité, pas de prospectus, rien, comme si quelqu'un avait tout vidé avant moi. Le lendemain, j'ai remarqué que les lumières du balcon étaient allumées. Mais je me souvenais très bien les avoir laissées éteintes. Et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. C'était plusieurs fois. Des choses petites, subtiles, presque insignifiantes individuellement. Mais accumulées, elles formaient un bruit de fond permanent dans l'esprit. Et tu sais, ce genre de bruit finit par ronger la confiance. J'ai commencé à observer plus attentivement ce qui m'entourait. Et j'ai compris que ce n'était pas juste de l'isolement. C'était un message, une poussée silencieuse hors d'un endroit que je ne pouvais plus occuper. Quelqu'un nettoyait le chemin. Mais nettoyait avec soin, avec précision, pour que ça ressemble à un hasard. Mais ce n'était pas un hasard. Là, dans ce silence lourd qui semblait envelopper tout autour de moi, j'ai commencé à comprendre. Ce n'était pas seulement l'industrie qui m'excluait, c'était autre chose. Un engrenage qui tournait derrière les caméras, les contrats et les récompenses. Quelque chose qu'on ne nomme pas. Quelque chose qui agit dans l'ombre et qui m'avait déjà mis sur la liste de ceux qu'on doit oublier. Après avoir été effacé des productions et isolé de mes collègues, je suis entré dans un état presque automatique. J'ai arrêté de créer. J'ai arrêté d'essayer de m'intégrer. Mais en même temps, quelque chose en moi refusait d'accepter que tout ça n'était qu'une coïncidence ou de la malchance. Alors, j'ai commencé à faire ce que n'importe quel seul scénariste ferait quand tout semble perdu. Je suis retourné à mes propres textes. J'ai relu chaque ligne, chaque note, chaque email.
C'était comme essayer de reconstruire un objet brisé au sol pour comprendre où il s'était fissuré. Sauf que, dans ce processus, j'ai trouvé quelque chose de bien plus troublant qu'une simple fissure. Ce que j'ai trouvé, c'était un motif. Un code. Quelque chose qui avait toujours été là, juste sous mes yeux, et que je n'avais jamais remarqué. J'ai commencé par les scénarios les plus récents, surtout ceux qui avaient passé la relecture finale des boîtes de production. Le plus étrange, c'est qu'à première vue, tout semblait normal. La structure était là, les dialogues dont je me souvenais étaient encore intacts. Mais en regardant de plus près, j'ai remarqué des choses que je n'avais jamais écrites. C'étaient des ajouts subtils, des phrases entre parenthèses, des notes techniques, des détails sur la direction artistique et les costumes qui semblaient avoir été insérés discrètement. Au début, j'ai pensé que c'était des corrections de l'équipe. Quelque chose fait par les décorateurs ou les assistants de réalisation. Mais non. Un des premiers symboles qui a attiré mon attention, c'était un dessin schématique d'une porte entrouverte, fait avec des lignes diagonales, décrit comme élément décoratif en arrière-plan. Dans un autre scénario, une indication pour utiliser un miroir avec des fissures spécifiques autour du cadre. Des fissures qui formaient une sorte de spirale. Dans un troisième texte, j'ai remarqué la répétition obsessionnelle du mot 11. 11 pas. 11 objets dans une pièce. Un personnage qui avait exactement 11 secondes pour prendre une décision. De petits détails, mais répétés souvent dans différents épisodes de genres totalement différents. Et le plus étrange, pour différentes plateformes. J'ai commencé à imprimer les scénarios, un par un. J'ai passé des nuits entouré de feuilles éparpillées sur le sol du salon, à surligner tout ce qui me semblait étrange. J'ai souligné, entouré, dessiné des flèches. En quelques jours, mon salon est devenu une vraie carte symbolique. Les images se répétaient, les symboles revenaient, parfois modifiés, parfois presque identiques. C'était comme s'il y avait un motif caché là, inséré dans les marges du récit, attendant d'être déchiffré par quelqu'un avec des yeux assez attentifs. Le moment le plus perturbant, c'est quand j'ai ouvert un de mes fichiers numériques les plus anciens, un scénario enregistré sur mon propre ordinateur. C'était un épisode dont je me souvenais parfaitement, terminé sans aucune modification. Mais en ouvrant le fichier, j'ai vu qu'il avait été modifié. Il y avait des symboles, des annotations que je n'avais jamais écrites. Le plus étrange, la date de modification du fichier correspondait à un week-end où j'étais en voyage pour rendre visite à ma mère, loin de chez moi, sans accès à mon ordinateur. Je n'avais jamais rouvert ce fichier après l'avoir envoyé à l'équipe de production. Alors, comment avait-il été modifié? Et par qui? C'est à ce moment-là que l'inconfort est devenu une paranoïa contrôlée. Je ne savais plus s'il était prudent de partager ce que je voyais. J'ai pensé à envoyer un message à un ancien collègue, quelqu'un en qui j'avais confiance. Mais il a suffi d'ouvrir la fenêtre de conversation pour sentir ce froid dans le ventre. Personne ne voulait en parler. Personne. Les quelques contacts qui répondaient encore à mes messages évitaient le sujet, changeaient de conversation ou disparaissaient dès que je le mentionnais. À ce stade, ce n'était plus une question de scénario, c'était quelque chose de plus grand, de plus profond. J'ai commencé à soupçonner que je n'étais pas le seul à voir ces motifs. D'autres scénaristes, réalisateurs, costumiers, voyaient peut-être aussi, mais ils se taisaient. Certains par peur, d'autres peut-être parce qu'ils avaient choisi de s'adapter au nouveau système. Parce que, d'une certaine manière, ils avaient compris que résister voulait dire disparaître. Ou pire, être effacé de l'intérieur. Ce qui se passait n'était pas du sabotage professionnel. Ce n'était pas une crise de réputation. C'était quelque chose de méticuleux. Une infiltration silencieuse. Quelqu'un, ou quelque chose, utilisait les scénarios comme un véhicule. Un transport symbolique. Une manière de diffuser des idées, des images et des sensations qui échappent à la pensée logique. Des idées qui vont directement dans l'inconscient et que personne ne remet en question parce qu'elles sont déguisées en récits. Les marques étaient là. Elles l'avaient toujours été. Je n'avais juste pas les yeux pour les voir. Et maintenant que je les vois, je comprends pourquoi personne n'en parle. Parce que tout le monde sait déjà ce qui arrive à ceux qui décident de parler. C'était un soir comme les autres. Aucun jour spécial,
aucun événement marquant. Je voulais juste déconnecter mon esprit. J'étais fatigué, épuisé mentalement, et j'ai décidé de lancer une de ces nouvelles séries que les plateformes n'arrêtent pas de nous mettre sous le nez. Celles avec des bandes annonces bien foutues, des bannières en évidence, une grosse campagne de marketing. Je n'attendais rien. Je voulais juste oublier un peu le chaos qu'était devenu ma vie. Mais il a suffi que le deuxième épisode commence pour que quelque chose me frappe comme un coup de poing. C'était une scène simple. 2 personnages qui parlaient dans une pièce vide, la caméra fixe. Rien de spécial. Mais là, au fond du mur, il y avait un tableau. Un détail presque imperceptible, mais qui m'a glacé. C'était un miroir fendu. Et ce n'était pas une fissure quelconque. Elle était symétrique, méticuleusement alignée, comme le symbole qui était apparu dans certains de mes scénarios modifiés. J'ai mis la scène sur pause, j'ai regardé fixement. C'était le même dessin, la même composition. Un petit détail, mais trop spécifique pour être une coïncidence. J'ai pris une photo avec mon portable. Les jours suivants, c'est devenu une obsession. J'ai commencé à regarder plein d'autres productions récentes, pas pour leur contenu, mais pour chercher des motifs. Et ils étaient là. Des portes entr'ouvertes qui revenaient souvent, toujours placées au même endroit. Des dialogues avec des répétitions de chiffres, surtout le nombre 11. Des séquences musicales récurrentes, discrètes, qui apparaissaient dans les transitions, toujours avec le même rythme. Des objets qui n'avaient aucun sens dans la scène, mais qui étaient placés stratégiquement. Une horloge arrêtée avec les aiguilles croisées, une spirale gravée sur une étagère, un triangle inversé au fond d'un t-shirt. J'ai tout noté. J'ai créé un tableau. Scènes, épisodes, nom des réalisateurs, éléments symboliques, leur position à l'écran, fréquence de répétition. En quelques jours, le schéma était clair. C'était pas une question de style visuel ou d'inspiration artistique, c'était une structure répétée, organisée, une sorte de signature symbolique, insérée avec précision. L'esthétique n'est pas libre, elle obéissait à une logique. Le plus troublant, c'était de voir que ça se produisait dans différents genres. Drame, suspense, comédie, même des émissions de télé-réalité. Tous avec les mêmes éléments, cachés dans les couches visuelles. Et encore plus étrange, ça se passait dans des productions de studios concurrents, de plateformes différentes, de pays différents. C'était comme si tout le monde parlait une langue silencieuse, universelle, mais que personne n'en parlait. J'ai décidé de contacter un ancien directeur de la photographie avec qui j'avais travaillé il y a des années. C'était le genre à toujours remarquer les choses subtiles, et je me suis dit que s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait vu la même chose que moi, ce serait lui. J'ai appelé, il a décroché. Je suis allé droit au but, j'ai parlé des symboles, des schémas. De l'autre côté, silence. Non, gênant. Puis il a juste dit, tu cherches encore à comprendre. Je pensais que tu étais déjà parti. Et il a raccroché. Cette phrase a tourné en boucle dans ma tête. Je savais déjà que ce n'était pas une coïncidence. Mais maintenant, je comprenais que c'était intentionnel. Quelqu'un coordonnait tout ça. Quelqu'un imposait cette esthétique cachée. Et le plus effrayant, personne n'en parlait. C'était comme un secret que tout le monde connaît, mais que personne ne veut admettre. J'ai commencé à comprendre que ce langage symbolique ne cherchait pas du tout à être compris. Il ne servait pas l'histoire, il n'apportait rien à l'intrigue, il ne venait jamais avec une explication. Il était implanté subtilement, presque de façon subliminale. L'objectif, on aurait dit, était unique. Habituer le public. Répéter jusqu'à ce que ce soit normal. Introduire des images précises, des sons précis, des chiffres précis. Jusqu'à ce qu'ils ne paraissent plus étranges. Et qu'ils deviennent acceptés. Ou pire, attendus. C'était comme si les productions entraînaient le regard du spectateur. Conditionnaient l'esprit à reconnaître certains motifs, même inconsciemment. Et une fois que ça arrive, les portes sont ouvertes pour tout le reste. Parce que l'esprit a déjà été éduqué à accepter. À ne pas remettre en question. Et le plus cruel dans tout ça, c'est le silence autour du sujet. Les réalisateurs n'en parlent pas. Les scénaristes non plus. Aucun matériel promotionnel ne mentionne ces répétitions. Aucun critique de cinéma n'en parle. C'est l'éléphant au milieu de la pièce. Tu le vois? Tout le monde le voit. Mais personne n'en parle. Et peut-être que c'est justement ça, le but.
À ce moment-là, je savais déjà que quelque chose se passait en coulisses de l'industrie. Ce n'était pas une exagération, ni de la paranoïa. C'était une sensation réelle, comme un brouillard épais qui planait sur tout. Une présence sans forme, mais que je sentais là, entre réunions silencieuses, scénarios modifiés et regards fuyants. Pourtant, tout semblait encore trop abstrait. Il manquait quelque chose de plus concret, quelque chose qui me ferait comprendre que tout ça n'était pas seulement symbolique. C'était physique, géographique. C'est alors que par hasard, j'ai entendu pour la première fois le nom d'un lieu. Topanga Canyon. Ce n'était pas lors d'une réunion, ni pendant une conversation privée. C'était dans un café à Santa Monica, pendant que je relisais quelques vieilles notes dans mon carnet. J'étais seul, distrait, quand deux jeunes scénaristes se sont assis à la table voisine. Ils parlaient avec une excitation contenue, comme s'ils savaient qu'ils entraient sur un terrain délicat. Ils parlaient d'une opportunité qu'on leur avait proposée. Une invitation, un accès. L'un d'eux a dit, il suffit de monter jusqu'au ranch tout en haut du canyon. Pas de téléphone, pas de contrat. Il faut juste être là. L'autre a ri et a répondu, on dirait un rituel. Puis est venue la phrase qui m'a glacé. Après ça, on dit que tu ne passes plus jamais inaperçu. Je n'ai pas bougé. J'ai juste écouté. J'ai attendu qu'ils terminent leur café et s'en aillent. Et dès qu'ils ont disparu de mon champ de vision, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire des recherches. Topanga Canyon. J'avais toujours su que c'était un endroit un peu alternatif, avec une réputation un peu mystique, connu pour accueillir des artistes et des retraites spirituelles. Mais dans certains forums, sur des blogs oubliés, le nom apparaissait avec un autre ton. Un ton plus lourd. Il était souvent mentionné aux côtés d'autres lieux. Des ranchs isolés autour de Ojai, des propriétés sans enregistrement clair à Joshua Tree, d'anciens hôtels de luxe à Pasadena, avec des étages vides et fermés, des maisons fantômes au nom de sociétés inexistantes. Tous ces endroits avaient un point commun. Des rencontres nocturnes, des réunions secrètes, et étrangement, la présence constante de professionnels qui n'avaient aucun lien avec le monde du cinéma. Des architectes, des psychologues, des professeurs de linguistique ancienne, des spécialistes de mythologie comparée, des gens qui étudiaient les symboles, les structures anciennes, les alphabets oubliés. Ces personnes apparaissaient dans ces réunions comme consultants créatifs, curateurs esthétiques, conseillers idéologiques, des termes vagues qui ne voulaient pas dire grand-chose. Mais le schéma était clair. Ces réunions n'étaient pas des présentations de projets. Ce n'étaient pas des sessions de brainstorming. C'était autre chose. Plus je lisais, plus j'étais troublé. Ces rencontres n'étaient jamais annoncées. Aucune photo, aucun enregistrement formel, aucun post, aucune géolocalisation, rien. Les seules infos venaient de témoignages éparpillés sur des forums obscurs, postés par des utilisateurs anonymes qui disparaissaient ensuite. Mais une règle revenait dans tous les récits. Pas de téléphone, rien n'était filmé, rien n'était écrit. Ce qui se passait dans ces réunions restait là comme un pacte non dit. Et ceux qui y entraient changeaient. Les schémas étaient toujours les mêmes. Des personnes inconnues, parfois totalement inexpérimentées, participaient à ces réunions et, quelques semaines plus tard, se retrouvaient à la tête de grosses productions. Des scénaristes débutants devenaient showrunners. Des producteurs indépendants signaient avec les plus grandes plateformes du monde. C'était comme si, à ce moment-là, une clé avait été tournée. Et à partir de là, ces personnes parlaient la bonne langue, comprenaient la nouvelle esthétique, reproduisaient les symboles, savaient exactement comment évoluer dans ce nouveau jeu. Je suis devenu obsédé. J'ai lu tout ce que je trouvais sur ces lieux. Il existait une sorte de carte informelle, faite par un chercheur anonyme, avec des coordonnées géographiques de propriétés utilisées pour ces rencontres. Et ce qui me dérangeait le plus, c'est que beaucoup de ces lieux étaient relativement proches de moi. Accessibles, et pourtant complètement invisibles aux yeux du public. C'étaient des endroits qui existaient, mais dont on ne devait pas parler. Ces lieux n'étaient pas seulement géographiques. Ils fonctionnaient comme des portails. Des portes vers une autre couche de l'industrie. Une couche qu'on ne voyait pas sur les tapis rouges, ni dans les panels de festivals. Là-bas, on ne discutait pas de ce qui allait être tourné. On décidait de comment le monde allait être montré.
Quel symbole allait être répété? Quelle esthétique allait devenir la norme? Quel type de pensée devait se diffuser? Non pas par imposition, mais par séduction visuelle. J'ai compris à ce moment-là que la structure qui contrôle ce que tu vois ne se construit pas seulement avec des contrats des producteurs ou des PDG. Elle se forme aussi dans le silence. Sous la lumière tamisée d'une maison cachée, tout en haut d'un canyon, là où le signal du téléphone ne passe pas. Là où ce qui est dit ne peut pas être répété. Et là où ceux qui participent ne reviennent jamais les mêmes. Même après tout ce que j'avais déjà vu, les symboles cachés, les scénarios modifiés, les réunions secrètes dans des lieux improbables, ce n'est qu'en plongeant dans le côté visuel des œuvres que j'ai vraiment compris l'ampleur de ce qui était en jeu. Ce n'était plus une question de scénario. Ce n'était pas une histoire de noms dans les crédits ou de messages codés. C'était quelque chose de plus grand. Un langage. Un nouveau langage. Et le plus effrayant, un langage que personne n'enseigne. Par habitude, j'ai commencé à revoir des films, des séries et même des pubs de grandes marques. J'ai aussi analysé les campagnes marketing de sorties récentes. J'ai tout regardé avec les yeux de quelqu'un qui a vécu dans la structure narrative pendant plus de 20 ans. Je savais repérer les références, reconnaître les écoles esthétiques, percevoir les hommages visuels. Mais ce que j'ai trouvé là, c'était différent. Ce n'était pas du style. C'était du codage. J'ai remarqué que certains symboles se répétaient, mais ils n'étaient plus cachés dans les coins des scénarios. Ils étaient au centre des scènes. Et pourtant, on ne les remarquait pas. Des portes aux angles géométriquement étranges, hors normes. Des miroirs qui reflétaient des images différentes de ce qui se passait vraiment. Des sons graves et constants pendant de simples transitions d'une scène à l'autre. Des plans d'une symétrie presque hypnotique, mais toujours interrompus par quelque chose de volontaire. Un objet avec des chiffres imprimés, une figure géométrique insérée discrètement, mais précisément. Au début, ça semblait être des coïncidences. Des choix de réalisateurs expérimentaux. Mais plus les répétitions augmentaient, plus il devenait impossible d'ignorer. C'était comme si toutes ces productions, de genres différents, de pays différents, de plateformes différentes, utilisaient le même alphabet visuel. Un alphabet qui ne se parlait pas, qui ne se traduisait pas. Il était juste montré, répété, intégré. Et c'est là que la question a surgi. Pourquoi? Si ces éléments ne servaient pas directement l'intrigue, s'ils n'avaient pas de fonction narrative claire, alors ils étaient là pour une autre raison. Et j'ai commencé à soupçonner que le but n'était pas d'enrichir l'histoire, c'était d'affecter le public. Subtilement, invisiblement, et de façon terriblement efficace. Ce langage n'était jamais expliqué. Personne ne s'arrêtait pour justifier pourquoi ce symbole était là ou ce qu'il voulait dire. Il était juste répété, comme un genre de rituel moderne intégré à l'esthétique. Une reprogrammation symbolique déguisée en art. Et le plus pervers dans tout ça, c'est que plus on le répète, plus ça semble familier. Et quand quelque chose devient familier, on cesse de le questionner. Je suis allé chercher des références. Je voulais savoir si ce langage avait des racines, et j'ai découvert que oui, mais pas là où je l'aurais cru. J'ai trouvé des traces d'alphabet magique du XVIIe siècle. J'ai vu des dessins géométriques utilisés dans des grimoires d'occultisme visuel. J'ai étudié des schémas énochiens, des suites numériques issues de la Kabbale et des représentations graphiques liées à des traditions ésotériques oubliées. Tout obéissait à une logique interne. Tout avait une fonction symbolique claire pour ceux qui savaient quoi chercher. Mais rien de tout ça n'est enseigné dans aucune école de cinéma. Aucun cours de direction artistique, aucun manuel de narration. Et c'est là que tout s'est éclairé. Les nouveaux professionnels qui apparaissaient comme des météores dans l'industrie, ceux qui d'un coup devenaient des références esthétiques sans même avoir de parcours solide, tous maîtrisaient ce langage. Pas de façon technique. Ils ne savaient pas nommer les symboles, mais ils savaient les utiliser. Instinctivement. Comme s'ils y avaient déjà été exposés. Comme s'ils avaient absorbé ce vocabulaire sans s'en rendre compte. Comme s'ils n'étaient que des relais d'une langue déjà en eux. Aucun d'eux n'en parlait. Aucun livre n'expliquait. Aucun atelier ne traitait de cette structure visuelle. Mais tous ceux qui montaient dans le système y étaient alignés. Comme s'il existait une grammaire cachée.
Un code silencieux. Et ceux qui ne parlaient pas cette langue disparaissaient, tout simplement, comme moi. Aujourd'hui, je comprends que le contrôle exercé sur la culture ne passe plus par la censure directe. Il n'y a plus besoin d'interdire. Il suffit d'orienter, silencieusement. Le nouveau contrôle est symbolique, narratif, esthétique. Il façonne ce qu'il faut faire, ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut désirer. Et il le fait sans éveiller les soupçons, par un langage que personne ne dit exister, mais que tout le monde, d'une certaine manière, utilise déjà. À ce stade, j'étais déjà convaincu qu'il y avait quelque chose de profondément anormal dans la structure de l'industrie. Ce n'était plus un soupçon, c'était une certitude. Mais même après tout ce que j'avais vu, après tous les signes que j'avais décodés, une question ne sortait pas de ma tête. Pourquoi personne n'en parle ? Pourquoi aucun scénariste chevronné, aucun réalisateur reconnu, aucun journaliste spécialisé n'aborde ce sujet ? C'est cette question qui m'a poussé vers un autre type d'enquête. Plus sur les symboles, ni sur les réunions secrètes, mais sur les personnes. Et pas celles qui sont sous les projecteurs, celles qui ont disparu de la lumière. Parce qu'il n'était pas difficile de remarquer, le silence était le fil conducteur, mais pas un silence choisi, un silence imposé. J'ai commencé à faire une liste de professionnels que j'avais croisés au fil des années. Des gens talentueux, créatifs, qui avaient produit des œuvres marquantes. Des personnes qui, du jour au lendemain, avaient disparu de la circulation. Pas parce qu'ils avaient pris leur retraite, par lassitude. Ils avaient simplement arrêté. Ou, plus précisément, on les avait arrêtés. Je me suis souvenu d'un scénariste avec qui j'avais travaillé au début de ma carrière, l'un des meilleurs que j'ai jamais connu. Il avait une capacité unique à mêler la réalité à des éléments symboliques, créant des récits qui semblaient prédire l'avenir. Il avait des contrats avec 3 grands studios, des projets enchaînés et était considéré comme une valeur sûre par n'importe quel producteur. Et puis, d'un coup, il a disparu. Le dernier contact que j'ai eu avec lui, c'était un email étrange, confus, presque comme un cri de détresse. La seule phrase qui m'est restée en tête, « Cassian, il y a des choses qu'on ne devrait jamais traduire en scénario. » J'ai essayé de le retrouver. J'ai appelé les numéros que j'avais. Aucun ne fonctionnait. J'ai cherché sur les réseaux sociaux, tout avait été effacé. J'ai demandé à des connaissances communes, et le mieux que j'ai obtenu, c'est un commentaire vague, à peine murmuré. Il a touché à ce qu'il ne fallait pas. Et cela se répétait avec d'autres noms. Des producteurs, monteurs, éditeurs, même des ingénieurs du son qui avaient travaillé sur des productions différentes, des projets qui sortaient de l'ordinaire. Beaucoup ont complètement disparu. D'autres sont revenus après des années, mais transformés. Ils étaient des versions éteintes d'eux-mêmes. Ils avaient abandonné toute position créative et s'étaient réfugiés dans des postes administratifs, loin du récit, loin de l'art. Et le plus étrange, aucun ne voulait parler du passé. Quand j'abordais le sujet, ils changeaient de sujet. Ou disaient simplement « mieux vaut ne pas en parler ». Un des cas les plus troublants a été celui d'une directrice artistique qui était devenue célèbre pour son travail minutieux sur une série historique. Son niveau de recherche était tel qu'il est devenu une référence académique. Elle était brillante, mais il a suffi qu'elle essaie de produire un projet indépendant avec un langage symbolique hors norme et tout s'est effondré. La série n'a jamais vu le jour. Son nom a disparu des archives officielles. Et aujourd'hui, quand quelqu'un essaie de mentionner ce projet lors d'événements ou dans des forums professionnels, le sujet est évité. Comme s'il n'avait jamais existé. Ces personnes ont été réduites au silence. Et pas par des menaces directes. Il n'y a pas eu de scandale, pas de gros titres. Le silence a été imposé de façon subtile, froide, presque élégante, par l'exclusion, l'oubli, la réécriture de leur propre histoire. Et ça, pour moi, c'est encore plus perturbant que n'importe quelle censure explicite. Parce que le silence qui entoure ces gens n'est pas naturel. Il est fabriqué. Il fait partie de quelque chose de plus vaste. Un système qui comprend que le danger ne réside pas seulement dans les mauvaises idées, mais aussi dans les bonnes idées qui ne rentrent pas dans le nouveau modèle. Ce système ne tolère aucun écart. Il n'accepte pas le bruit. Il a besoin que tout soit aligné avec l'esthétique, avec les symboles, avec le récit caché qui domine aujourd'hui la production culturelle. Ceux qui défient ce modèle
disparaissent. Et c'est là que la question qui me hantait a pris un nouveau poids. Combien d'histoires ont déjà été enterrées avant même de naître? Combien de scénarios ne sont jamais sortis du tiroir, non pas à cause de leur qualité, mais parce qu'ils ne parlaient pas la bonne langue? Combien d'idées brillantes ont été sabotées simplement parce qu'elles osaient proposer quelque chose d'inattendu? La réponse résonne encore en moi. Et elle fait mal. Parce qu'au fond, je sais. Je sais que je suis plus proche que jamais de devenir juste un nom de plus dans cette liste silencieuse. Un de plus qui sera rappelé par quelques-uns, évoqué avec prudence et tôt ou tard oublié. Avec tout ce que j'ai découvert, la question qui me restait était simple et dévastatrice. Si tout cela est vrai, où en sommes-nous maintenant? La réponse, malheureusement, est venue en silence. Et c'est elle qui m'a fait m'éloigner définitivement de tout ça. La vérité, c'est que le monde autour de nous a déjà été redessiné. Et la majorité des gens ne s'en est même pas rendu compte. Petit à petit, j'ai compris que ce que je voyais comme un changement dans les récits, dans l'esthétique, dans la manière dont les contenus étaient présentés, c'était déjà la nouvelle norme. Les symboles que j'avais identifiés n'étaient pas seulement des éléments d'un code secret. C'étaient les blocs de construction d'une nouvelle mythologie. Une mythologie sans nom, sans religion, sans visage, mais terriblement efficace. Ce qui autrefois relevait de la création artistique fonctionne désormais comme une ingénierie symbolique. Et ceux qui opèrent dans ce nouveau système n'ont pas besoin d'apparaître, encore moins de justifier ce qu'il faut. Ils ne censurent pas, ne bannissent pas, ne menacent pas directement. Ils modèlent, reformulent, reprogramment. Quand j'ai compris ça, je suis retourné voir des productions anciennes, séries et films d'il y a 20-30 ans. Et la sensation a été presque physique, comme si je regardais une langue oubliée, une structure émotionnelle qui n'existe plus aujourd'hui. Les histoires avaient des couches humaines qui, aujourd'hui, semblent désuètes. Les personnages parlaient avec un vrai poids, avec des silences significatifs. Les récits n'étaient pas chargés de symboles cachés. Ils étaient chargés de conflits réels. Aujourd'hui, même les conflits semblent chorégraphiés. Réels, juste ce qu'il faut pour paraître authentique, mais profondément alignés à un nouveau schéma qui opère en souterrain. Et le public accepte, intègre. Parce que c'est ça, la dernière étape du plan. Quand l'esprit est déjà adapté, il n'y a plus besoin de forcer quoi que ce soit. Tout s'emboîte naturellement. Les plateformes de streaming ne sont pas seulement des véhicules, ce sont les vecteurs de ce nouveau langage. Des algorithmes qui ne se contentent pas de recommander des contenus, mais qui amplifient et renforcent les bons codes et réduisent au silence les mauvais. Moi-même, j'ai essayé de publier des textes, des essais, des vidéos discrètes. Tout disparaissait rapidement. Les vues chutaient, les liens se brisaient, les recherches ne menaient nulle part. Il n'y a pas de résistance visible, car le contrôle est symbolique, invisible. Trop sophistiqué pour sembler agressif. Et c'est là que tout devient clair. Le but n'est pas de divertir. Ça ne l'a jamais été. Le but est d'ajuster la perception collective, de redéfinir ce qui est beau, ce qui est possible, ce qui est acceptable. Et cela ne passe pas par un message direct, cela passe par la répétition, par l'exposition symbolique, par un nouveau langage qui est déjà en train de façonner les pensées pendant que tu regardes quelque chose, tranquille sur ton canapé, sans même t'en rendre compte. Quand j'ai compris ça, j'ai su qu'il n'y aurait plus de retour possible. Je ne sais pas si ce que je fais maintenant va survivre. Peut-être que cette vidéo, ce témoignage, disparaîtra comme tout ce que j'ai essayé de diffuser jusqu'à maintenant. Mais s'il arrive jusqu'à toi, alors il aura déjà rempli sa mission. Tu n'as pas besoin de me croire. Tu dois juste observer. Les symboles sont là. Les répétitions, les vides, les portes, les miroirs, les chiffres. Tu les as déjà tous vus. Tu ne savais juste pas que tu regardais un langage. Maintenant tu sais. Eh bien, nous sommes arrivés à notre destination pour le voyage d'aujourd'hui. Avant de descendre, chers passagers, je tiens à vous remercier d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé mon histoire et que vous souhaitez en entendre d'autres comme celle-ci, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à vous apporter plus d'histoires d'horreur intrigantes, pleines de suspense.
Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez votre commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de ce voyage sombre d'aujourd'hui et partagez-le avec vos amis qui adorent aussi une bonne histoire d'horreur. À la prochaine!